J'espère que vous prenez bien soin de vous, Madame, Messieurs. Merci une fois encore d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce 22 juillet 2022. Nous vous retrouvons une fois encore avec nos deux débatteurs déjà sur ce plateau. Deux sujets à l'ordre du jour, un modérateur, c'est moi. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler donc des résultats des examens de l'année 2022. On ne va pas s'arrêter seulement à l'année 2022. Nous allons essayer de faire des analyses autour des performances obtenues ces dernières années, pourquoi pas les 5 dernières années, et ensuite aborder un peu les raisons qui font que on a obtenu tel ou tel autre taux. Voilà, j'ai sur ce plateau les analystes. Deuxième sujet à débattre, renouvellement de la classe politique à l'UP, retraite politique ou repli tactique. Nos invités, nos débatteurs vont donc répondre à cette question à travers leur analyse. Voilà le décor planté. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre. On va observer une virgule avant de vous présenter les débatteurs. À ma gauche, Mac Goudjanou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Eden TV et Diaspora FM. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment. Vous étiez occupé à travers des voyages à n'en point fini. J'espère que je ne vais pas encore être derrière vous avant de vous retrouver. J'avoue que ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes directeur de publication de Info au Zénith. Et vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu. À ma droite, lui, il est connu, il est suivi de tous. Laurent Roland Toneikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Macou Dianou, bonjour. Bonjour aux amis internautes, bien évidemment, et amis qui nous suivent sur la 102.3, bien également. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir que nous devons travailler à assumer tout le temps. Merci pour votre disponibilité de tous les instants aussi. C'est important. Merci à vous également. Bon. Alors, nous allons y aller, mesdames, messieurs. Le premier sujet, vous le connaissez, résultat des examens de l'année 2022. CEP, BPC, Bac 2022. Au CEP, nous avons obtenu un taux de 81,90%. Au BPC, nous avons obtenu un taux de 66,42%. Au Bac, un taux de 53%. Vous remarquez bien qu'aux examens de fin d'année de cette année, le taux des résultats se trouve au-dessus de 50%. On pourrait même s'amuser à calculer une moyenne de tous ces résultats. On ne l'a pas encore fait, on le fera au cours de l'émission certainement. Roland Laurent Toneikes, nous voyons de plus en plus que les résultats sont satisfaisants et qu'il y a du travail qui se fait. Qu'en dites-vous pour l'année 2022 ? Oui, je crois que quand on regarde les résultats aux différents examens pour 2022, on doit se frotter les mains et féliciter déjà le gouvernement pour toutes les réformes opérées dans ce secteur. C'est vrai que tout n'est pas encore rose parce qu'il y a des besoins qui s'observent au niveau du secteur de l'éducation. Mais il faut déjà reconnaître que des efforts ont été fournis. On a commencé par voir les résultats. Qu'il vous souvienne que déjà en 2016, quand le gouvernement s'installait, on était autour de 30% pour le BPC, bien évidemment. Il y avait les situations de grève perlées un peu partout. Il y avait beaucoup de facteurs où des enseignants qui n'avaient pas nécessairement le niveau de pouvoir dispenser des cours dans nos collèges, que ce soit dans le privé ou dans le public, parce qu'il suffisait seulement de s'entendre avec un directeur du collège pour être vacataire, même si vous n'avez que le bac. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement de réformes que on a beau dénoncer le mode de vie, en tout cas tel que les aspirants sont traités, mais au moins il y a un suivi. On sait que ceux qui donnent ces cours ont une compétence. Il y a parmi des professeurs certifiés parmi ces gens-là. Et qui donc, on peut être sûr d'avoir un résultat, ne serait-ce que le minimum bon résultat. Maintenant, il y a aussi en dehors de ça, vous savez, quand on prend le BPC, on prend le bac,
avant, les taux d'échec étaient élevés parce que parfois, quand l'enfant est en année intermédiaire et ne travaille pas très bien, le parent peut enlever l'enfant d'un collège A à Bomé-Clavi, l'envoyer dans un autre collège B à Glodipé, l'inscrire, alors que l'enfant n'a pas le niveau. Et puis finalement, l'enfant va dans la classe qui est supérieure, va au BPC ou au bac et échoue. Et on savait même beaucoup de cas de personnes qui sont ajournées pour le bac, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a un système de contrôle. Votre enfant qui fait un collège à Malanville, il y a le système EducMaster qui permet de suivre l'enfant, de suivre les notes de l'enfant, de sorte que quand vous enlevez l'enfant de Malanville pour l'amener à Calavi pour dire qu'il a fait, l'enfant a redoublé peut-être la 4e et que vous voulez le mettre en 3e, il y a un contrôle qui se fait parce que quand vous venez, le collège à Calavi vous demandera le code EducMaster. C'est arrivé avec moi, j'ai voulu enlever mes enfants d'une école à une autre et le prochain collège m'a demandé, mais si on n'a pas le code master, EducMaster de votre enfant, on ne peut pas l'inscrire, ou bien on va l'inscrire, mais on aura le problème. Ce qui fait que pendant le premier trimestre, pendant le premier mois, deuxième mois, mon enfant n'avait pas la possibilité, on n'avait pas la possibilité de mettre les notes de mon enfant pour le suivre. Ils ont insisté. Ce n'est pas que mon enfant avait redoublé la classe, mais je n'avais pas le temps matériel pour aller le réclamer. J'ai dû faire pression pour moi-même pour aller le chercher. Sinon, ils m'ont dit, autrement, il finira l'année, d'accord, il peut avoir toutes les meilleures notes, mais il reprendra la classe parce que dans le système, on veut avoir une traçabilité. Donc, avec cette traçabilité aujourd'hui, on a la traçabilité, on a moins de candidats dans les salles d'examen, mais on s'assure du niveau des enfants, on s'assure que le résultat, en tout cas qui va être donné, va être peut-être au-delà de 50% pour avoir, on aura un bon score, plutôt que d'avoir la masse dans les classes d'examen avec des enfants qui n'ont peut-être pas le niveau et qui, au fil du rouleau, quand ils vont à l'examen, il y a un fort taux d'échec. Donc, tellement de réformes dans ce secteur aujourd'hui, le secteur de l'éducation bien évidemment, qui fait qu'aujourd'hui on peut être sûr de ce que, oui, les résultats que nous avons reflètent réellement l'image de notre système éducatif, qu'il faut améliorer bien évidemment parce que tout n'est pas encore rose. Ce n'est pas qu'on doit aller à 100% de taux de réussite, mais ce qu'on a aujourd'hui reflète l'image, en tout cas la qualité de l'enseignement, l'image, le niveau de notre système éducatif qu'il faut améliorer, mais qui est déjà encourageant du fait qu'il n'y a plus de grève perlée. Aujourd'hui, je dis bien beaucoup de collèges publics, d'écoles publiques. On va revenir beaucoup de collèges publics aux éléments qui favorisent aujourd'hui ces résultats satisfaisants. Alors, pour finir, pour dire oui, il y a des réformes. Les réformes ont commencé par porter les fruits. À César, ce qui est à César, il faut remercier le gouvernement, même si de l'autre côté, on va dénoncer un certain nombre de manques où on a dû jumeler les classes, où il n'y a pas d'infrastructure scolaire de qualité. On peut dénoncer ça. Mais dans la pratique, du côté fonctionnement, il y a quelque chose qui se fait, il y a déjà un acquis et je crois qu'il faut continuer à pérenniser ça et faire mieux. Continuer à pérenniser cela et faire mieux, Marc Goudianou, que dites-vous des résultats obtenus pour l'année 2022? Il faut remarquer que dans l'ensemble, ce sont des résultats très satisfaisants. Et puis, lorsque je fais un tour en arrière, en comparant par exemple aux années précédentes, c'est-à-dire je prends rapidement les 3 dernières années, je crois que les résultats sont restés un peu statiques parce que on peut noter une moyenne satisfaisante qui est dans l'ensemble de ces 3 années d'un minimum de 50% lorsque l'on prend tous les examens. Donc ça veut dire qu'à un niveau, le cap a été maintenu au niveau du système éducatif afin de permettre quand même aux apprenants et aux parents également d'avoir un satisfait par rapport à tout ce qui est fait. C'est vrai que cela ne reflète pas en réalité, pour moi, selon moi, les résultats et puis le taux de pourcentage ne reflètent pas forcément le niveau, d'accord, total des apprenants aujourd'hui. Parce que vous allez constater qu'à un moment donné, c'est-à-dire dans un passé, la façon dont l'enseignement était donné, par exemple, ce n'est plus la même façon. Et la façon dont les apprenants aussi arrivent à donner, à libérer peut-être ce qu'ils ont appris, ce n'est plus la même façon. Nous avons vu l'approche par compétences, nous avons vu un certain nombre de réformes qui sont arrivées dans le système éducatif, qui ont modifié un peu les donnes, ce qui a donné un peu plus de flexibilité à l'apprenant d'hier, à l'apprenant d'aujourd'hui, comparativement à l'apprenant d'hier. Quand nous, on était par exemple sur les bancs, ce n'est pas le même système d'approche qu'on avait. Aujourd'hui, maintenant, ils ont un système d'approche relativement un peu plus appréciable et ça facilite en réalité le rendement au niveau des apprenants et ça facilite également la tâche aux enseignants qui ont une
en tout cas une facilité quand même à pouvoir donner les cours suivant la pédagogie qu'il faut dans l'enseignement. Je crois que si, avec les efforts que fait le gouvernement, si on peut déjà maintenir ce cap avant de peut-être aboutir à un autre problème qu'il faut régler au niveau de notre enseignement en ce qui concerne l'adéquation entre la formation donnée et le marché de l'emploi, ce qui n'est pas du tout adéquat. Il faut pouvoir quand même aller à régler ce problème. Et il faut dire que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui va se régler aujourd'hui forcément, mais l'éducation, l'enseignement, c'est un problème qui se règle dans le temps. Et on ne peut que remercier les acteurs éducatifs aujourd'hui qui ont fait un effort considérable en ce qui concerne avec les nombreuses réformes qui sont venues. Vous avez vu, il y a beaucoup de structures qui ont été créées, que ce soit au niveau de la présidence, qu'au niveau du ministère et autres, pour pouvoir quand même avoir un suivi pointueux sur tout ce qui est fait dans le système éducatif aujourd'hui. Il y a beaucoup de cellules qui ont été formées et ces cellules suivent de près. Quand Laurent a évoqué tout à l'heure l'aspect de la plateforme mise en place pour pouvoir suivre les apprenants et également suivre les établissements qui sont vraiment rigoureux en tout cas, dans ce qu'on leur demande comme obligation vis-à-vis du système éducatif. Voilà des avancées qui sont vraiment notables, qui sont à féliciter et qu'on espère que on va quitter ce clivage-là pour pouvoir amorcer celui de l'adéquation entre l'enseignement et l'emploi. Parce que c'est ça qui est le vrai problématique qui se pose au niveau de l'enseignement aujourd'hui. Est-ce que nos enfants, lorsqu'ils vont finir leur formation, est-ce qu'ils sont directement consommables sur le marché de l'emploi? Et nous avons constaté que ce n'est pas le cas. Et même s'il y a des filières techniques qui sont mises en promotion aujourd'hui, on remarque toujours qu'il y a à peine 30% de ceux qui sont formés, qui sont utilisables directement sur le marché de l'emploi. Alors qu'il faut forcément qu'on règle ce problème-là, parce qu'on ne va pas tout le temps continuer à former des chômeurs. Il faut qu'on forme des entrepreneurs, des techniciens qui sont amenés quand même à interagir directement sur le marché de l'emploi et à apporter de la plus-value aux entreprises qui seront en train d'être implantées au jour le jour afin d'apporter un plus au pays. De 2016 à 2022, lorsqu'on considère les résultats du baccalauréat, on constate bien que de 2016 à 2018, les résultats varient entre 30 et 41%, alors qu'entre 2019 et 2022, les résultats, vous l'avez dit, sont au-dessus plus ou moins, à part au-dessus de 50%, à part 2020 oui. Où les résultats sont restés à 49,73%. Voilà. Et ces résultats de 2016 à 2022, on observe un pic même qui est allé jusqu'à 64,42%. Et qui chute légèrement cette année à 59%. Et qu'est-ce qui explique quand même ces résultats? C'est le bac quand même. Et on connaît le bac béninois. Le bac béninois, vous savez, est réputé comme le bac difficile. Et aujourd'hui, quand même, on voit que dans les séries, les mentions, les statistiques en matière de mentions s'augmentent davantage dans toutes les séries. Qu'est-ce qui peut expliquer véritablement ces qualités de résultats que nous obtenons aujourd'hui? D'abord, il faut préciser que vous avez parlé de entre 2016 et 2018, c'est 30 à 41%. Tout à fait. Il faut dire que le gouvernement venait de s'installer en 2016 déjà, et donc n'avait pas assez d'informations, n'avait pas assez d'éléments pour à faire des réformes. Donc, bien évidemment, certainement, ils ont pris leur marque de 2016 à 2017. Et puis, à partir de 2018, ils ont commencé par comprendre les choses pour voir comment opérer des réformes, des changements de ce secteur. Et qu'ils vous souviennent qu'à partir de la révision de la condition d'octobre à novembre 2019, oui. Il y a le droit de grève qui est en tout cas réduit pour les travailleurs. À partir de ce moment, les enseignants sont désormais en classe. C'est ça. Il n'y a plus de grève. L'enseignant qui ne donne pas un bon résultat au thème de l'année scolaire, c'est qu'il sera sanctionné et muté de son poste pour aller envoyer, surtout quand c'est un directeur du collège ou de collège. Qui donne 0%. Quand on vous mute, d'abord on vous décharge, d'abord on vous mute et vous n'êtes plus directeur ailleurs. C'est-à-dire qu'on vous décharge. Donc, quand il y a tous ces facteurs, l'enseignant sait qu'il a obligation de résultat. Et l'obligation de résultat fait que vous devez pouvoir vous donner suffisamment pour que vous puissiez avoir un bon score au thème d'un examen. Et donc, vous allez voir qu'à partir de 2019, vous avez parlé de 41% en 2019, bien évidemment, mais
à partir de 2019, vous avez constaté que ça a augmenté. En 2009, le taux était de 50,09%. Voilà, donc ça continue à monter. Et déjà, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en réalité, les gens continuent à prendre conscience suffisamment. Dans les collèges, ce qui était destiné pour les collèges où les enfants, les enseignants pouvaient se permettre de se partager parfois les matières didactiques et aller les vendre dans les privés, ce n'est plus possible parce qu'il y a un contrôle. Vous devez pouvoir les utiliser pour les écoles. Ça se faisait? Mais il y avait beaucoup de dégâts dans nos écoles publiques, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que même dans les écoles publiques, il y a de forts taux de réussite. Absolument, absolument. On parle de l'année 2022 déjà seul. Sur 10 candidats, c'est pratiquement presque 7 candidats qui sont admis sur 10 pour le BPC. Ça montre qu'en réellement, il y a quelque chose on peut dénoncer un certain nombre de faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les réformes qui ont été opérées, le droit de grève réduit, la rigueur dans l'enseignement, les enseignants de qualité qui sont pourvus. Avant, tout le monde se permettait de critiquer le niveau des enseignants. Mais aujourd'hui, en dehors des procès certifiés, les AME, puisque les vacataires, quand on parle de vacataires, même des gens, je connais des gens, et Marc ne me dira pas le contraire, on a des générations, des gens de notre promotion qui n'avaient que le bac, qui étaient des vacataires dans les collèges enseignants. Et des gens dont on connaissait les niveaux, qui étaient camarades de classe à nous, et par rapport à nous, on connaissait bien le niveau, mais qui nous disaient qu'ils sont enseignants de telle matière dans les collèges. Avec ça, vous voulez avoir quel résultat? Aucun résultat bon. Donc aujourd'hui, avec les AME, c'est le gouvernement même qui recrute et qui connaît le niveau. Ils sont évalués. La preuve, on a fait des évaluations pour les enseignants. Ça fait couler assez d'encre de salive. Mais à partir de cette évaluation, vous allez comprendre que beaucoup d'enseignants ont pris conscience et sont allés réactualiser leurs connaissances. Parce que si tu ne le fais pas et si ça te rattrape, on peut te virer parce qu'en réalité, pour insuffisance de résultats. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme bon résultat aujourd'hui, c'est à l'actif du gouvernement. On peut nous dire, les enseignants ont fait l'effort, mais les enseignants... C'est à l'actif des enseignants, d'ailleurs. À l'actif des enseignants, oui. Mais n'eût été la fermeté, la rigueur et les réformes opérées par le gouvernement dans ce secteur, on ne peut pas avoir ces résultats. Et donc, le satisfecit doit être décerné, bien évidemment, au gouvernement aussi. Le satisfecit décerné au gouvernement, oui, je sais que vous avez fait d'envie de vous exprimer, mais est-ce que finalement, ces réformes liées aux AME, aspirant au métier d'enseignant, est-ce que finalement, ces résultats que nous obtenons ne donnent pas raison au gouvernement d'avoir initié ce corps d'enseignants qu'on appelle aspirant au métier d'enseignant? Et ma question... est-ce que véritablement ces AME-là n'apportent pas suffisamment aussi à ces résultats? Bien sûr. Je crois que ce n'est pas... On ne peut pas occulter le fait que ces aspirants apportent un maximum, d'accord, au système éducatif. Si l'État a déjà fait d'abord le diagnostic en remarquant qu'il y a des insuffisances à ce niveau qu'il fallait combler. Et il faut trouver un mécanisme adéquat pour pouvoir quand même pallier à ce besoin sans pour autant assécher, d'accord, notre budget. Alors, il faut trouver une alternative. Et ça a été la meilleure alternative qui a été trouvée, bien que ça puisse faire des fâchés, c'est normal. Des mécontents, c'est normal. Parce que une réforme, c'est pour bousculer forcément les habitudes. On n'était pas habitué à ça. On a mis ce système en place pour pouvoir favoriser, en tout cas pour pouvoir permettre à plus d'un de pouvoir avoir d'abord accès à un emploi, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fini ces formations de l'enseignement général ou même au niveau de nos universités, mais qui ne sont pas consommables sur le marché de l'emploi et qui sont obligés d'aller vers l'enseignement. Alors ceux-là, il faut leur trouver une porte de sortie. Ça résout également ce problème et en même temps, ça comble le vide du manque d'enseignants qui se trouvent au niveau de nos établissements. Et pour ce qui est des acquis du gouvernement, par exemple, à ce niveau, vous allez voir que le gouvernement a fait... On n'est pas là pour faire l'éloge du gouvernement. Et bien, il faut remarquer que à 3 niveaux, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer le système éducatif. Lorsque vous prenez le taux de scolarisation, par exemple, vous allez constater que le gouvernement a fait des efforts pour que le taux de scolarisation augmente afin de pouvoir permettre à nos filles qui sont dans les milieux reculés, les zones reculées, d'avoir accès à l'éducation. Ça a été un grand avantage. L'autre chose, nous avons eu
les cantines scolaires qui sont intervenues à un moment donné pour booster les choses. Voilà. Oui. Ça, c'est des avancées notables. Nous avons eu les subventions aux écoles. D'accord? Ça fait partie des avancées qui ont amélioré le système éducatif. Et également maintenant de la qualité de l'enseignement qui est donné. Bon, à travers le PASSEC, d'accord, où on arrive quand même à évaluer les enseignants, Voilà, tel que Laurent l'a dit. l'évaluation des enseignants. Voilà, tel que Laurent l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir quand même avoir un bon niveau. Parce que vous ne pouvez pas, je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé, par exemple, de rencontrer des nantis du doctorat, mais qui sont incapables de faire, par exemple, de parler pendant 5 minutes sans faire 10 à 20 fautes. Oui, Voilà, il y en a plein comme ça. Voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est un enseignant de français, par exemple, qui va donner des cours de français aux apprenants et qui n'aura pas le minimum, d'accord, pour pouvoir quand même faire ce métier-là. Ce n'est pas possible. Parce que c'est pour ça que les conseillers pédagogiques sont là également, pour pouvoir faire un certain nombre de contrôles quand même, pour que notre système éducatif redore son blason, d'accord, de quartier latin qu'on a toujours porté. Et c'est important. Je crois que les réformes qui sont faites aujourd'hui ne sont pas forcément une fin en soi. Il faut toujours y travailler. Et je crois que le gouvernement sait, puisque à un moment donné, les évaluations qui ont été faites et puis les diagnostics qui ont été faits, les projections sont allées jusqu'en 2030. C'est ça. Pour pouvoir avoir quand même un système d'enseignement vraiment potable et qui puisse permettre quand même de consommer directement les apprenants dès qu'ils quittent nos écoles, d'accord, pour pouvoir quand même être directement consommables sur le marché de l'emploi. Et c'est ça le réel défi qui se pose aujourd'hui. C'est ça. Et Laurent Moulin-Tonekes et Mac Goudianou, sauf erreur de ma part, en 2016, le BPC 2016 a donné 16%. Vous pouvez contrôler, hein, peut-être que je me trompe parce que Laurent, au début d'émission, a parlé de 30%. 16%. Exactement, c'est bien ça, c'est 16%. En Voilà. ce moment, le bac donnait 30%. Voilà. Je parlais du bac. Oui, vous aviez dit BPC. Ah, j'avais ok, suivi, c'est une erreur. Donc, il parlait du bac. C'est Ouais. pourquoi je suis revenu là-dessus. Oui, le Le bac BPC donnait 30, 2016 a donné 16%. 16%. Oui. Très bien. Le DOB, à la proclamation des résultats, a annoncé les 59%, mais n'a pas véritablement expliqué pourquoi le taux est en baisse, puisque le taux de l'année passée était à 64,42%. Oui. Vous comprenez bien que ce sont les élèves qui ont eu le BPC de 16% Qui sont allés au bac. qui a donné 64%. Voilà. Qui sont allés au bac. Ça veut dire que ces gens-là, le gouvernement, avec ses réformes, a Amélioré leur niveau. Ils ont eu le temps d'améliorer leur niveau. Mais justement, parlant de niveau, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les mécanismes mis en place par le gouvernement, c'est quoi? Première chose, c'est qu'il y a le suivi et le contrôle journalier des enseignants et des AME. On va vérifier dans les salles, dans les collèges, s'ils sont vraiment à leur poste. Avant, n'importe qui pouvait se permettre de ne pas aller au cours et après faire des cours de rattrapage avec les enfants pour dire, alors que les cours de rattrapage, ils ne sont pas sûrs d'être au cours de rattrapage, ils viennent pour faire à peine 30 minutes et les enfants sont livrés à tous les vices. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a un contrôle journalier qui se fait pour les enseignants, il y a un contrôle journalier qui se fait pour les apprenants également. C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant, que vous rentrez dans la salle, quand vous ne voyez pas un apprenant, vous devez signaler en même temps pour qu'on essaie de rechercher où se trouve l'apprenant. Ah bon? Et donc, quand on fait ça, tout ça là, ça fait que les apprenants sont tenus, puisque d'abord, il n'y a plus la politique de Issa Levé là. Non, parce qu'avec Educ Master, il y a un suivi. Donc, quand l'enfant a l'habitude de faire l'école buissonnaire, donc à un moment donné, on interpelle ses parents. D'accord. Avant, il n'y avait pas autant de contrôle. Donc, il y a tellement de réformes. Et il y a aussi comment vous appelez, le renforcement des capacités des enseignants, bien évidemment, qui fait qu'aujourd'hui, les enseignants, la connaissance est, au fur et à mesure qu'on évolue, actualisée. Alors, pour revenir sur la question de est-ce qu'ils sont disponibles, déjà, en tout cas, des produits pour le marché de l'emploi, non, je crois qu'il faut aussi féliciter le gouvernement sur la question qui, aujourd'hui, travailler à ce que nous puissions avoir des lycées, avoir des enfants qui ne font plus l'enseignement général, mais qui font des enseignements techniques et professionnels, de sorte que quand l'enfant qui a le bac ou le BPC, il sort, puisse être utile pour la société, il puisse se prendre en charge pour faire un travail. Donc je crois que c'est autant de réformes aujourd'hui pour lesquelles il faut féliciter le gouvernement et souhaiter qu'ils aillent plus loin que ça, permettre à ce que les enfants soient vraiment bien encadrés. Même si on a un jour 100%, il faut qu'on soit sûr que ceux-là qui sont allés à un examen, qui ont 100% de taux de réussite, c'est qu'ils sont aussi utiles à autre chose sur la société, qu'on ait des jardiniers, qu'on ait des coiffeurs, des cuisiniers, pourquoi pas des électriciens, pas mieux, qui sont utiles pour la société, qui peuvent faire quelque chose de professionnel et qu'on ne sait pas se prendre en charge. Féliciter le gouvernement, oui.
Non, je voulais revenir sur un aspect qu'on a occulté. Oui, Bon, c'est vrai que en parlant généralement, on a beaucoup plus parlé du secteur public, Oui. alors que lorsque nous rentrons également dans l'enseignement privé, par exemple, il y a beaucoup d'efforts que les promoteurs d'établissements privés font. Systématiquement, ils ont beaucoup d'efforts parce qu'ils sont en train de s'actualiser en même temps avec les réformes du gouvernement et d'ailleurs qui leur imposent un certain nombre d'obligations qu'ils sont tenus de respecter. Mais vous imaginez par exemple que dès que votre enfant fait une évaluation où on appelait les interrogations par exemple, ou même les devoirs, ou que lorsque c'est disponible, vous avez des notifications qui vont sur votre portable pour dire que votre enfant a reçu ses copies. Ah oui. Et lorsque votre enfant rentre à la maison, vous êtes déjà en mesure de lui demander, mais où sont les copies qu'on vous a remis aujourd'hui? Voilà, ça, ce sont des améliorations que font beaucoup d'établissements privés qui participent également à ce que les apprenants aient une prise de conscience en ce qui concerne leur avenir. Maintenant, lorsque l'on parle de l'insertion des jeunes à travers, en quittant directement le marché en pouvant être consommable sur le marché de l'emploi, il faut dire que cette responsabilité revient également toujours au gouvernement dans la mesure où tous ces paramètres ne seront comblés que également par le système politique qui est mis en place. Parce que il faut que les enfants aient un accès, d'accord, à un soin de santé, d'accord. Il faut qu'ils mangent bien, voilà. Il faut qu'ils soient assurés, voilà. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en compte également du système éducatif. C'est-à-dire, lorsque l'on prend un parent, d'accord, qui n'arrive pas à bien se nourrir, d'accord, comment il arrivera à bien nourrir l'apprenant qui va donner le meilleur d'eux-mêmes? Quand le parent il est dans une zone où il a des difficultés à pouvoir éclairer sa maison, bien qu'en ayant les moyens, qu'il a des difficultés parce que l'État n'a pas pu permettre à l'électricité d'aller dans cette zone. L'extension, quelle difficulté ce parent aura pour pouvoir quand même permettre à son enfant de pouvoir bien apprendre. Donc, il y a la responsabilité, d'accord, des politiques également qui sont impliquées dans le système éducatif pour que chacun puisse jouer son rôle à un niveau donné pour pouvoir permettre à l'apprenant d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, de permettre aux parents également d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants pour que dans tout le long, tout le monde soit satisfait du résultat. Dans tout ce qui se passe également, on ne va pas oublier de tirer un coup de chapeau aux parents qui ont pris conscience aujourd'hui qu'il faut avoir des répétiteurs, des encadreurs pour leurs enfants à la maison. Il y a quelques années, nous, on n'a pas eu cette chance. Les parents ne voyaient pas la nécessité donc de nous prendre forcément des encadreurs à la maison. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus de concurrence. Merci, c'est ce que j'allais dire. Parce que si vous voyez à l'université aujourd'hui, après le bac, vous avez vu comment la sélection se fait. Il faut aller s'inscrire sur un site. Donc, c'est les meilleurs qui sont aujourd'hui. Je crois que les parents feraient mieux d'investir pour les enfants. Nous sommes dans un monde de concurrence aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de concurrence. Les gens avaient juste le BPC. L'État les suppliait pour venir travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous avez le doctorat, vous allez trimer, fatiguer. Donc, aujourd'hui, les parents feraient mieux de donner les moyens pour que les enfants soient parmi les meilleurs. Oui. Ou pourquoi pas les meilleurs des meilleurs. Absolument. Et donc, si l'État fait un effort de l'autre côté, il faut travailler à ce que il faut en sorte que les parents aussi prennent la relève de leur côté. Maintenant, je voulais revenir sur un aspect. Vous savez, la plupart du temps, on constate que, pour chaque année d'ailleurs, depuis des années, les résultats aux différents examens au niveau de certains départements sont les meilleurs. Je prends l'Atlantique et le littoral. Il y a le nombre d'écoles privées dans ces écoles, dans ces départements, qui en fait favorisent cet état de choses. Dans les coins un peu reculés, en tout cas un peu loin de Cotonou, il y a que vous allez voir les résultats qui sont parfois moyens ou bien tellement faibles. Cette année, le Borgou s'est fait remarquer quand même. Voilà, oui. Il y a quelques... Le Borgou, c'est quoi? Allez voir la commune qui a donné le meilleur résultat dans le Borgou. Ça va pas être autre que Parakou, par exemple. C'est-à-dire que les villes, en tout cas à statut particulier, où les gens sont assez nombreux, là, avec beaucoup d'écoles, c'est surtout les écoles privées qui fournissent assez d'efforts. On a des taux très élevés. Donc il va falloir travailler, à ce que, dans les autres départements, qu'on essaie de mettre un accent très important sur le système et contrôler davantage ce qui se passe, accompagner certainement les initiatives dans ces communes pour que de sorte à ce que nous puissions avoir
une véritable compétition. Parce que, qu'on ne le veuille pas, hein, c'est-à-dire on compare les résultats de l'Atlantique du littoral à d'autres départements, alors que les réalités ne sont toujours pas les mêmes. Pas les mêmes. Vous avez raison. Et puis, dans le milieu professionnel, par exemple, dans la formation professionnelle, il faut remarquer une chose. C'est vrai que les écoles professionnelles existent aujourd'hui. Il y a les universités techniques les écoles techniques qui sont en train d'être créées également. Il y a les universités également qui font des efforts dans le secteur. Mais il faut remarquer que la plupart du savoir qu'on donne aux apprenants ne sont que généralement théoriques. Et là, ça pose le problème que même si l'apprenant il fait une certaine technique et qu'il finit, même quand il va sur le marché de l'emploi, il n'est pas directement consommable. Parce qu'il lui manque certains rudiments qui devaient lui être inculqués déjà depuis l'école, qui doit concerner beaucoup plus la pratique. Donc aujourd'hui, maintenant, le gouvernement est en train de réfléchir surtout à ce niveau-là pour voir qu'au niveau des établissements techniques, il faut beaucoup plus favoriser la pratique que la théorie. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de théorie que de pratique. Et il faut inverser alors cette tendance aujourd'hui pour rendre demain les jeunes plus consommables sur le marché de l'emploi. Pour finir avec ce sujet, je vais vous accorder 1 minute chacun. Vous avez félicité le gouvernement, mais ce n'est pas pour autant que tout est rose. Il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut évoquer au moins quelques problèmes, les points à améliorer? Je l'ai dit à l'entame. Vous l'avez dit. Il y a manque d'infrastructures. Il y a des écoles qui manquent d'infrastructures aujourd'hui. Oui, voilà. Aller tout près ici, en fait, le Bénin profond, à Savi-Godomé. Le Bénin profond n'est pas à Tchumi-Tchumi. Le Bénin profond est encore à Cotonou, à Fossa. C'est à Fossa, c'est à Rendé à côté là. C'est à Godomé, à Imevola. Donc, je crois qu'il y a des écoles qui manquent d'infrastructures de qualité pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'il faut remercier ces enseignants qui prennent ces risques, qui acceptent ce sacrifice national, ce sacerdoce-là, pour enseigner, en tout cas éduquer les enfants dans de mauvaises conditions et pourtant ayant de bons résultats. Et il y a que, dans une certaine mesure, et bien évidemment aussi, il faut travailler à ce que les enfants, les jumelages de classe, qu'on arrive à arrêter ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, peut-être, et ça peut choquer les membres du gouvernement, mais il y a quelques mois, il a été demandé à certaines écoles de mettre en place des infrastructures pour les cantines scolaires. Et ça se passait à Glo ici, à quelque part de DNTV. Et on a demandé aux enseignants, en tout cas aux responsables de l'école, de se débrouiller pour avoir des infrastructures pour la cantine scolaire, pour que l'État envoie les vivres aux enfants. Les responsables de l'école sont allés voir le chef d'arrondissement qui n'a donné que 20 000 francs. Des personnes de bonne volonté en griffe ont été approchées alors qu'ils ont une date butoir pour fournir l'infrastructure. Des personnes ont dit qu'ils ne pourront réagir qu'après 2 semaines. Donc, c'est pour dire quoi? L'État fait un effort, l'État ne pourra pas faire tout, mais il faut que les acteurs locaux, à la base, prennent conscience de ce qu'ils sont tenus aussi d'accompagner l'État. Même si l'État ne construit pas de modules de classe, que vous avez les moyens, faites-le. Parce que vous le faites pour la génération future, vous le faites même pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes responsable dans une localité et que vous avez de l'argent pour investir, envoyer vos enfants à l'école, dans les écoles privées, rien ne sait comment ça va se passer demain. Si demain vous n'étiez plus là et que votre épouse n'a plus les moyens, les enfants iront dans cette école publique. Absolument. Alors, si vous faites bien, ça devient un bénéfice pour vos enfants plus tard, ou ça devient un bénéfice pour vos neveux ou des cousins à plus tard. Donc, je crois que chaque acteur doit pouvoir comprendre que tout le monde, en tout cas, doit fédérer les efforts. Chacun doit mettre la main à la poche et participer au développement de sa localité en accompagnant toutes les initiatives. 1 minute, Marc Goudianou. Oui, il faut remarquer que les données de la stratégie de renforcement des éducations alternatives, par exemple en collaboration avec l'INSAE, montrent que 44% de nos enfants ne sont pas à l'école. Oui. Oui, 44% de nos enfants ne sont pas à l'école. Ça date de quelle année? Non, ça date de 2021-2022. Ça justifie même le taux de candidats BPC qui a baissé cette année. Parce que l'année passée, on avait 145 934 candidats et cette année, on a 119 746. Ça a chuté de pratiquement 26%. Donc ça veut dire que 44% de nos enfants. Oui. Et ça doit concerner les zones rurales? Ça concerne toutes les zones. Ça concerne toutes les zones. Donc ce qui fait que, c'est pourquoi je parlais de la scolarisation
d'accord, le taux de scolarisation. Il reste beaucoup d'efforts qui restent à faire à ce niveau-là. Et lorsqu'on fait ces efforts, il faut penser... gratuite pour hommes et filles, garçons et filles. Pourquoi pas? Parce qu'en le pensant ainsi, il faut penser également à construire les infrastructures pour pouvoir les accueillir. Parce qu'on a vu des vidéos et des photos des établissements, vous vous rappelez, lors des passations de services pour lesquels les directeurs ont été sanctionnés, bien que la réalité, elle est bien là, et on sait que c'est vrai. Ces zones ne disposent pas d'école. Dans la brousse, voilà. Il a été sanctionné alors que c'est la réalité. Ça fait partie des problèmes qu'il faut régler. Et il faut régler également le problème de la formation des enseignants demeure toujours d'actualité et que le gouvernement ne doit jamais baisser les bras à ce niveau-là. Il faut continuer à former les enseignants, à les rendre en tout cas plus performants qu'aujourd'hui. Bon, j'aurais aimé qu'on finisse pas parler des AME, mais on a quand même parlé suffisamment. Bon, les AME, comme il a dit, en fait, on a pour les problèmes, il faut déjà... il faut les encourager en les payant pendant les vacances. Avec les bons résultats qu'on a, faites l'effort, monsieur le Président de la République, chers membres du gouvernement, essayez de les payer les 3 mois pour les vacances. Ils sont des hommes, ils ont des familles ici aussi, ils doivent vivre. Donc ne pensez pas qu'il y a les uns et les autres dans le système éducatif au niveau de la fonction publique. Il y a aussi ces fils béninois qui travaillent pour la nation, qui permettent à ce que nous ayons de bons résultats pour les examens. Faites l'effort de les honorer en leur payant 3 mois pour les vacances là, ne serait-ce que ça au moins pour leur faire plaisir et les encourager à donner de bons résultats ou bien de bons rendements l'année prochaine pour de bons résultats. Merci. Marc, et aux professeurs certifiés, il faut peut-être donner des primes à force de tirer prime pour professeurs certifiés, on vous dira qu'on n'a pas les moyens pour les AME. Bon, laissons les certifiés d'abord. Bon. Occupons-nous des AME. Occupez-vous des AME. D'abord, voilà. Le reste on verra. Donnez le sourire aux AME et on aura encore davantage des résultats encourageants l'année prochaine. Nous allons aborder le deuxième sujet de ce forum, renouvellement de la vieille classe politique à l'UP, l'Union progressiste, retraite politique ou repli tactique. L'actualité politique nous a amené à voir que après la démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, il y a eu un changement à la tête de l'Union progressiste et donc désormais c'est Maître Joseph Diogbenou qui est le président de l'Union progressiste. Mais de l'autre côté, les coordonnateurs du plateau et autres ont été changés. Je parle de l'honorable Dikola Olé, je parle également du président, du professeur Nago. Et donc, on se demande, est-ce un repli tactique ou bien il s'agit bien d'une retraite politique? Je vais démarrer par vous, Marc. Le repli tactique, Moïse Agua, le repli tactique ira vers où? Puisque quand je prends Amoussou Bruno, par exemple, il n'a plus de parti. Le PSD n'existe plus. Son repli tactique ira vers où? Il faut remarquer que c'est vrai qu'on a constaté que le président Talon, dans sa vision, c'est le renouvellement de la vieille classe politique. Et il a fait remarquer depuis à maintes reprises. Donc, ce qui est arrivé récemment n'est que dans la ligne droite de ses objectifs, d'accord, pour notre système politique. Et nous avons vu que vaille, certains ont refusé, comme je veux parler de Maître Adrien Roubaï, par exemple, qui ont refusé de laisser la tête de leur parti, le PRD est toujours resté. Peut-être que ceux-là... Ils ont refusé de fusionner. Oui, aussi, de fusionner leur parti avec les grands blocs, parce que peut-être ils ont eu du recul et ont pressenti déjà ce qui allait se passer. Donc, ils étaient mieux avertis. Maintenant, lorsqu'on prend le cas du doyen Bruno Amoussou, peut-être que dans sa vision et vu son âge, il savait déjà qu'il allait prendre sa retraite politique. Et que c'est en faisant tous ces calculs qu'il se disait déjà que à un moment donné, ça ne lui coûtait rien, puisqu'il ne voulait pas donner son parti à quelqu'un qui ne va pas peut-être avoir les mêmes convictions et les mêmes idéaux que lui. Il fallait quand même faire fondre alors le parti dans ce grand bloc, d'accord, ce grand bloc qui rentre dans la vision d'un Bénin meilleur politiquement parlant. Alors, si c'en est ainsi, et qu'il sait qu'il est déjà proche de sa retraite, ça ne lui coûterait rien alors de se fondre dans ce bloc-là et de prendre la tête de ce bloc pendant un temps
quitte à ce qu'il sache que d'ici là, forcément, il y aurait une relève qui va prendre. Forcément, parce qu'il sait que, vu son parcours, et vu son âge, vu son expérience et tout ça, ce n'est pas évident qu'il puisse rester indéfiniment à la tête de ce bloc-là, parce qu'on note également beaucoup de jeunes sages qui sont dans ce bloc-là, qui peuvent apporter de la plus-value, d'accord, à cette union progressiste, ainsi que peut-être au bloc républicain. Donc, du coup, il savait déjà que, tôt ou tard, on va l'évincer de là. Et pour qu'il aille à sa retraite politique. Je crois que lui-même, maintenant, la question, exactement, c'est là la question. Puisqu'un quotidien a écrit qu'il regrette son PS. La question qui se pose, est-ce que c'était vraiment le moment que Amoussou Bruno avait pensé qu'il allait quitter la tête de l'UP? Est-ce que c'était le moment? C'était là la question. Mais là également, parce que vous savez, Amoussou Bruno a eu souvent le surnom de renard, parce que ce n'est pas seulement Feu Tevoy Idré qui avait ce surnom de renard, mais Amoussou Bruno était également traité de renard de Diakotomé. Et parce qu'il avait un flair pour pouvoir anticiper sur en tout cas les réglages politiques qui pouvaient venir d'un moment à un autre. Est-ce que le renard de Diakotomé n'a pas anticipé alors? Il a été endormi. N'a pas anticipé alors cette sortie. Donc, une chose est sûre, il savait qu'il allait partir tôt ou tard de la tête de l'UP. Et il savait également que nous sommes à la veille, d'accord, des législatives. Voilà. Peut-être qu'il ne savait pas, il savait peut-être qu'on allait lui donner peut-être une dernière chance de pouvoir positionner ceux qu'il voulait d'abord, avant de pouvoir partir, parce que avant de faire cette dernière sortie de la grande scène politique, peut-être on allait lui donner cette possibilité pour quand même de pouvoir positionner certains pignons avant de pouvoir quitter la vague. Mais aujourd'hui, maintenant, on l'a inversé. Qu'il soit d'accord ou pas, je crois que c'est consommé. C'est consommé. Maintenant, est-ce que l'Union progressiste aujourd'hui ne pense pas qu'ils ont forcément toujours besoin d'un Amoussou Bruno pour pouvoir les aider, d'accord, à occuper le terrain politique aujourd'hui? Je crois qu'ils en ont besoin. Parce qu'une chose est sûre, même si Amoussou Bruno aujourd'hui quitte la tête de l'Union progressiste, il a des éléments, des pions qui sont là, qui sont très, très importants pour l'union du bloc de l'Union progressiste. Alors, si ces pions sont là, est-ce que le président, ou bien ce Joseph Dogbenou qui a pris la tête de l'UP, a aujourd'hui, en tout cas, le bagage ou l'expérience qu'il faut quand même pour pouvoir les encadrer, l'expérience politique qu'il faut pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir les garder quand même, pour pouvoir avoir une main sur eux? Je ne pense pas totalement. Alors, si ce n'est pas le cas, alors il faudra forcément jouer également toujours avec Amoussou Bruno, même s'il n'est pas aujourd'hui à la tête de l'Union progressiste, il a toujours son mot à dire, et qu'on pourrait quand même, Joseph Dogbenou aurait fait mieux quand même de se rapprocher de lui, de pouvoir encore puiser de sa source, parce que c'est un vieux renard. Pensez-vous, Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce que le renard de Diakotomé a toujours son mot à dire, même si on aurait pu lui accorder un poste de président d'honneur? Si ce n'est pas fait officiellement, quel poste occupe-t-il alors au sein du parti pour qu'on dise qu'il a encore de mots à dire? Est-ce qu'il a une position? On a suivi le congrès de la réorganisation des instances du parti. On n'a pas entendu parler du président d'honneur, à moins qu'on n'ait pas toutes les informations. Mais déjà, je voulais revenir sur la question, est-ce que c'est un repli tactique ou bien c'est une retraite? Alors, quand vous parlez de repli tactique, qui sont ceux qui veulent faire repli tactique? Questionnons-nous d'abord. Bruno Aboussou, c'est 83 ans. Adrien Boudi, c'est 80 ans. Kola Odé, c'est 76 ans. Quand vous regardez la génération là, quand même, il faut qu'il aille se reposer. Et Paul Biya. Mais écoutez, les réalités sont... Ça, on ne voit pas. Très différentes d'un pays à un autre. C'est parce que les gens le font. C'est parce que Paul Biya est même déjà devenu un étranger dans son pays. Il se permet de rester où il veut. Il vient en vacances ou en congé dans son pays, qu'on va permettre que les gens soient éternellement en politique. À un âge donné, les gens feraient mieux d'être à la maison pour être pépés, pour raconter l'histoire de leur parcours professionnel ou politique à leurs petits-enfants. Plutôt que de toujours continuer à toujours diriger les choses. Je crois qu'aujourd'hui... Il faut quitter les choses avant que les choses ne quittent. Et ils n'ont pas su quitter les choses avant que les choses ne quittent. Ah oui. Ne les quittent. Ils ont finalement retrouvé Garçon en face qui à un moment donné, bon gré, mal gré, les oblige à faire sa volonté. Donc c'est retraite. Bon, pas retraite, mais je l'ai dit, il peut arriver que pour les contenter, parce que c'est des gens qui ont été soutiens des premières heures ou qui ont ouvertement affiché leur soutien à tel ou tel candidat, et qu'on pourrait éventuellement les retrouver, la clique là, la Cour constitutionnelle, parce que là-bas, on parle des sages. Là-bas, il n'y a qu'un poste. Hein?
Non, écoutez, ils sont... poste du président. Non, le mandat qui est en dire. cours, le mandat qui est en cours finit dans quelques mois. Donc, D'accord. on peut espérer les retrouver à ce niveau. Mais pour dire, au niveau des partis politiques, oui, il est temps de permettre aux jeunes, même si ces jeunes aussi, parfois, à 100%, ne sont pas pour autant des gens sérieux. On les a connus, on a fait avec certains parmi eux, on les connaît bien, on sait comment chacun de se comporte. Mais il y a des qualités qu'il faut promouvoir désormais. Il faut promouvoir ces qualités et changer le visage de la politique au Bénin, de sorte que la politique au Bénin ne soit plus l'apanage d'un cercle, d'un clan qui a pris en otage l'intérêt ou les intérêts du pays et qui pense que c'est leur suivi qui compte après tout. De sorte que quand on les dégage, ils deviennent automatiquement opposants. Oui, vous avez vu, dès l'avènement de Boniaï, beaucoup parmi eux sont devenus opposants d'office, l'ont combattu pendant 10 ans. Patrice Talon est arrivé, mais puisque Patrice Talon, c'est le monsieur qui connaît les cadavres dans les placards, les casseroles des uns des autres, aucun d'eux n'a voulu l'affronter d'ailleurs. Les quelques-uns qui l'ont affronté ont dû prendre la clé des champs et pour se retrouver en exil. Les quelques autres qui ont envie de parler, mais parfois parlent timidement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas du tout, parce que l'acteur qui est en jeu, en tout cas le chef des acteurs en jeu aujourd'hui, connaît chacun d'eux jusqu'à l'intérieur de la chambre à coucher. Donc, du coup, il y a une certaine discipline en politique. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qui s'est amusé à dire dès le début qu'après Patrice Talon, que c'est lui qui sera président de la République. Oui, il a dit qu'il a fait 16 ans, oui, mais écoutez, 16 ans à l'Assemblée, qu'il a fait 16 ans. Depuis qu'il a dit ça, est-ce que vous l'avez vu encore oser dire, faire une telle déclaration? Non, attention, il ne sait pas avec cette déclaration date de quand? Ça ne date pas de 2019 ni de 2020. Ce qu'on sait, c'est que ces acteurs politiques, ils savent avec qui s'amuser. Les mêmes que vous voyez là, très disciplinés, vous avez vu comment ils ont fait avec Boniaï. Ils n'ont pas fait de cadeau. Même celui qui a dit que le 6 avril 2016, il irait chercher Boniaï. Il a dit avec le président actuel, a-t-il le courage de sortir de sa maison en avril 2021? Donc, pour vous dire, les acteurs que nous avons en face de nous, chacun d'eux sait ce qu'il fait de ce pays, des intérêts de ce pays, des intérêts des filles de ce pays. Et à un moment donné, bon gré malgré qu'ils ne le veuillent pas, il faut les mettre de côté pour leur dire oui, vous avez fait votre temps. Maintenant, on veut parler de développement. On veut passer aux choses sérieuses. Et en passant aux choses sérieuses, il faut, d'accord, il ne faut pas jeter les sages. En tout cas, si suffisamment beaucoup parmi eux sont sages. Il y en a qui sont sages parmi eux, il y a des parmi eux, si on a fait le débat depuis 460, ou bien à partir de 90 aujourd'hui, ils ne sont pas du tout sages, ils ne sont en rien des modèles. Ils ont contribué à profiter de ce pays parce qu'ils ne veulent pas s'afficher, parce qu'ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de position. Ils ont fait la politique mi-figue, mi-raisin pendant des années. Et au finish, aucun résultat pour leur communauté, pour leur pays. Mais au-delà de tout, quand ils finissent d'avoir une expérience politique et au soir de leur vie politique ou professionnelle, on peut oser les appeler sages. Et ces sages, on peut les retrouver à la Cour constitutionnelle. Donc, ça peut être le lot de consolation pour chacun d'eux. Parce qu'en les enlevant de la politique, c'est pour ça qu'il dit, il peut s'agir d'une retraite forcée, comme il peut s'agir d'une politique pour les envoyer à la Cour constitutionnelle. Parce qu'en réalité, à la Cour constitutionnelle, il ne doit pas avoir de coloration politique. Je pense qu'ils seront contentés. Voilà, donc, si vous voulez mon avis. Oui, parce qu'en réalité, ils n'ont pas à la Cour constitutionnelle, on ne peut pas envoyer à la Cour constitutionnelle des gens qui ont une coloration politique. La preuve, Diogbenou, en allant en 2019 à la Cour constitutionnelle, à un moment donné, les partis UPO n'étaient pas encore constitués. Donc, il faisait partie d'un groupe qui a contribué à son élection en tant que député en 2015. Mais à partir de 2015-2016, ils sont tous en tout cas, oui, et puis ils sont restés dans un mélange pour soutenir le candidat Parti Salon. Donc, et à partir de là, ils n'appartenaient pas réellement à un parti politique, comme on peut dire, parce qu'après l'union, l'ensemble avec l'Union des Nations, Alternative Citoyenne, RSC, et donc, à partir de ce moment, il faut que des gens qui iront à la Cour constitutionnelle soient des gens de neutralité, de grande neutralité et de grande probité politique. Donc, je pense que ça peut être aussi une piste. On les décharge politiquement, on les laisse faire peau neuve pendant 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Quand le mandat finit maintenant, on les replace parce que, n'oubliez pas, les pions sont toujours déplacés pour des intérêts précis. Très bien. Magoudianou, le temps passe. Je pense que lentement mais sûrement, nous avons égrené les minutes de cette émission. Peut-on faire confiance aux jeunes aujourd'hui en politique en mettant la touche vous savez, il y a depuis un certain temps, c'est vrai que j'évite beaucoup les questions politiques et j'évite les débats politiques. Mais il faut remarquer que, et c'est ce à quoi j'invite d'abord beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très fanatiques
des choses politiques aujourd'hui et qui suivent bêtement les hommes politiques aujourd'hui, alors qu'ils ne voient pas derrière que ces hommes politiques ne sont pas toujours fiables et qui peuvent en tout cas, les rouler dans la farine. Il faut appeler les choses par leur nom. À n'importe quel moment. Ouais. À n'importe quel moment. Quand les intérêts des politiques changent à un moment donné, c'est-à-dire la vision change. Le politique peut vous proposer, et c'est pourquoi je dis Djogouine, par exemple, qu'on propose, qui est la tête de l'Union progressiste, où on dit qu'il sera président de l'Assemblée nationale, ça peut être un piège contre lui, bien évidemment, parce qu'on sait que l'intellectuel bonté n'est jamais soumis à 100%. Et donc, à un moment donné, il va falloir trouver les moyens pour l'affaiblir. Et sachant qu'il a des ambitions, qu'il a été candidat en 2016 et qu'il a démissionné au profit de Patrice Talon, ça peut être une manœuvre pour l'affaiblir, parce qu'il faut qu'il soit d'abord élu député, pour être élu président de l'Assemblée nationale, pour prétendre être peut-être dauphin. Mais s'il n'est pas élu député, s'ils vont aux élections et que dans sa circonscription électorale, les autres ont la majorité des députés et qu'ils n'arrivent pas à être élus, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas. On ne me dira pas que les députés seront. En tout cas, même s'il est président de l'Assemblée nationale, il est député, qu'est-ce qui prouve qu'il sera président de l'Assemblée nationale? On l'a vu, le cas avec Komi Koutié et Adrien Ngwedi. Donc, il se peut que même là, à ce niveau, dernier moment encore, qu'on joue contre lui. Donc, chaque acteur, parce qu'au moins quand on parle de jeunes, Djogouine encore, à 53 ans, on peut lui prétendre être encore jeune, parce que c'est pourquoi je disais, à 49 ans, quand il était allé à la Cour constitutionnelle, c'était un risque. Mais comme c'était pour aller atteindre des objectifs pour une mission précise, et lui-même l'a dit, les objectifs majeurs lui paraissent être atteints, donc il a fini sa mission, on peut l'utiliser autrement. Donc aujourd'hui, à 53 ans, il a encore du sang, en tout cas de la vigueur pour avoir un parcours professionnel réussi, un parcours politique réussi. Sinon, s'il attendait la fin de son mandat, il devient un personnage controversé. Donc aujourd'hui, les jeunes, oui, les jeunes ont envie de faire la politique, mais font-ils la politique sainement? Sont-ils utiles pour leur communauté? Ne suivent-ils pas? Parce que vous allez voir beaucoup de personnes nommées par Patrice Talon, mais qui aujourd'hui, malheureusement, se retrouvent encore en prison. Mais dans le renouvellement de la classe... à ma question, dans le renouvellement de la classe politique, les anciens, d'accord, qui étaient toujours restés au devant de la scène politique, sont-ils forcément des références? Bien évidemment. Bonne question. Est-ce qu'ils sont réellement des références? Et est-ce qu'il faut aujourd'hui, maintenant, commencer par bouleverser les habitudes pour penser que en réalité, la politique, ça doit rimer avec le développement. D'accord? Et non la politique où on fait la chasse à l'homme à tout bout du champ. Il faut que cette politique s'arrête pour que l'on puisse penser réellement au développement de notre pays. Et dans ce renouvellement-là, il ne faut pas oublier, il faut intégrer également le facteur de la femme. D'accord? Même lorsque vous prenez, par exemple, le nouveau bureau de l'Union progressiste qui a été formé, combien de femmes il y a dedans? Très peu de femmes. C'est une femme qui est vice-présidente. Voilà. Et puis, lorsque vous prenez tous les membres, vous allez retrouver à peine 5 femmes dedans après. Oui. Donc, au total, ça fera à peine 6 femmes sur près de 99 membres et plus. Donc, du coup, il y a également ce problème d'intégration de la femme dans la gestion de la chose politique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut encourager nos femmes à beaucoup plus participer à la vie politique, puisqu'il faut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, maintenant, il faut que la politique ne soit plus celle qu'elle était avant et que la politique aujourd'hui rime avec le développement de la cité. Voilà, je dirais qu'il faut que les jeunes, aujourd'hui défendent des idéaux plutôt que de défendre des intérêts. Il ne faut pas qu'ils aillent en politique pour leur suivi, mais qu'ils aillent en politique pour servir la nation. Parce que ce que nous avons vu depuis 60 et même précisément depuis 90, les gens viennent en politique pour se servir et non servir les intérêts publics, se servir en construisant des immeubles inhabités un peu partout, en prenant des femmes dans les rues ou dans tous les départements. Ce n'est pas ça la politique. La politique, vous venez servir en vous sacrifiant pour la communauté. Par contre, ici, on voit tous ceux dont on parle, ils ont servi la nation dans quel sens, si ce n'est pas se servir eux-mêmes. Et il faut qu'on prenne beaucoup d'exemples sur les pays anglophones, qui sont vraiment des références dans la gestion politique. Merci. Voilà qui est dit. Merci à vous. Merci d'être venu pour toutes ces analyses sur le sujet concernant les résultats des examens de l'année 2022, mais aussi des années passées. Merci également pour vos analyses sur le renouvellement de la vieille classe politique. On s'est interrogé si c'était une retraite politique ou un repli tactique, mais vous avez refusé qu'il ne s'agit pas de repli tactique. Il ne devait même pas avoir de repli tactique. Nulle part où ils allaient se replier. La meilleure chose, c'est d'être aussi à la maison, être au service des petits-enfants. Des petits-enfants. Bon, même si on doit leur faire confiance pour aux avantages. Voilà. Merci Marc Goudjanou. C'était Marc Goudjanou à ma gauche, directeur de publication de Info au Zénith. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Maurice Agua. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À ma droite, votre
Laurent Roland Tonnikes de tous les temps, de tous les instants. Laurent Roland Tonnikes, merci aussi à vous. Merci à vous également et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous une autre fois. Inch'Allah. Madame, Monsieur, merci à toute l'équipe de réalisation avec à sa tête Marcel Yedo. Merci à la diffusion et merci à vous aussi. Surtout, likez suffisamment cette émission et partagez. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.